Alors c'est vrai qu'au Parlement, on a beaucoup parlé d'impôts, de taxes, essentiellement relevés d'ailleurs dans le cadre de ce budget 2026, mais beaucoup moins de croissance économique et finalement très peu des grands défis, notamment économiques, que la France doit relever. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Anne, c'est une réalité, hein, les grands enjeux, la modernisation de notre économie, les grandes transitions économiques auxquelles nous devons faire face. Tous ces sujets-là, ils sont passés à l'as, hein, ils n'ont pas été abordés dans ces interminables discussions budgétaires, notamment à l'Assemblée nationale. Non, c'est sûr, moi j'ai été vraiment frappée de la teneur des débats budgétaires. Si on prend un pas de recul, il y a eu des débats. On peut pas dire que le Parlement ne s'est pas exprimé. Ça, il y a eu des débats à l'Assemblée comme au Sénat, même si les textes, pour l'instant, on ne sait pas trop où ils vont aller. Et à mon sens, David, on a parlé de tout sauf des sujets, moi, qui m'intéressent, qui seraient de comment revaloriser vraiment le travail, comment moderniser l'économie. Euh, on voit bien qu'aux États-Unis, la croissance est soutenue par la révolution de l'intelligence artificielle qui se déploie partout. On a un très sérieux train de retard sur le sujet. Enfin, c'est pas évidemment directement dans le budget, mais il faudrait quand même l'idée de penser des politiques économiques pour soutenir l'innovation. On n'en a pas parlé non plus à l'Assemblée. Tous ces sujets qui font pour moi, enfin, qui sont vraiment au cœur de l'avenir économique du pays ont été complètement passés à l'as. Et évidemment, on a très peu parlé d'économie, évidemment, David. Et en effet, en fait, on peut dire que tout le sujet a été, grosso modo, qui taxer. Est-ce qu'il faut taxer les ultra riches, les super riches, les moyens riches? Est-ce qu'il faut les entreprises, les taxes sur la succession, le Dutreil? Enfin, tous les impôts y sont passés. Ça, par contre, on a eu un beau débat fiscal. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis assez intello, j'aime bien les débats. C'était pas inintéressant. Mais franchement, qu'est-ce que ça me semble anecdotique par rapport au vrai débat du pays? Ouais, notamment, vous parlez de l'IA, la formation, comment former nos jeunes face, encore une fois, à la montée en puissance de l'IA. Vous l'avez dit aussi, tout ce qui est de compétitivité de notre tissu industriel, tout ça, on n'en a pas entendu parler. Voilà. Et votre point, finalement, votre avis, parce que je vous lis, chère Anne, c'est de dire que quelque part, on ne se pose pas ces questions-là en France parce qu'on n'a pas encore touché le fond de la piscine, on n'a pas assez décroché pour pouvoir finalement faire moderniser, faire les réformes dont la France aurait Ben oui, besoin. C'est ça votre point de c'est vue? vraiment ce que je crains, David, et ce qui est un peu désespérant, parce que on, en fait, on a encore un peu de marge de manœuvre. Il ne faut pas être trop catastrophique, hein. La croissance, vous savez, elle nous a surpris au deuxième trimestre de 0,5%. C'est rien de glorieux, hein. On va pas commencer non plus à faire cocorico, mais le pays avance, les entreprises, en fait, l'économie va encore à peu près bien dans le pays, hein. On oublie de le dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui progressent, qui avancent. Il y a des défis. Mais je pense, en fait, malheureusement, comme il y a encore un petit peu de grain à moudre, eh ben, il y a j'allais dire la puissance publique, mais derrière la puissance publique, c'est nous, les citoyens. Il n'y a pas encore d'appétence et on n'est pas encore prêt pour se dire qu'il va falloir faire des réformes difficiles. Parce qu'évidemment, pour soutenir l'économie et se moderniser, ben, ça passe avant par des économies, de revoir quel est le rôle de l'État dans la société. Et on voit bien que dans l'histoire, on voit bien qu'en fait, les grands moments de réforme compliqués sont toujours intervenus quand la population avait vraiment le sentiment qu'il n'y avait plus d'autre option possible. Alors c'était voilà c'était tout à fait, c'était très visible les deux dans les années 80. On pense évidemment aux deux grandes phases qui sont aujourd'hui très critiquées avec du recul. Mais il faut se remettre si on prend justement encore un peu plus de recul, je pense évidemment à Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne. Alors maintenant, on a un discours très critique sur l'ultralibéralisme qu'ils ont amené. Mais pourquoi ils sont arrivés, ces deux chefs d'État, avec un programme de modernisation, et au final, ils ont quand même fait beaucoup de bien à leurs économies respectives, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment, dans chacun de leurs pays, de la part de la population, un mouvement très fort de demande de redressement. Vous savez, vous aviez le mandat de Carter aux États-Unis, bon, qui est vu aujourd'hui à raison comme un président qui était tout à fait décent, un homme de bien, mais qui à l'époque était très contesté en raison de l'inflation, de problèmes, des tensions avec l'Iran. Et il y avait une demande vraiment qui émanait forte de la population de réforme, d'aller de l'avant, de rebondir. Et puis Thatcher, rappelons-nous la Grande-Bretagne des années 70, hein. On critique beaucoup Thatcher, mais rappelons-nous ce qu'était la Grande-Bretagne travailliste avant. Enfin, c'est quand même la Grande-Bretagne avait dû faire appel au FMI dans les années 70, c'était le plus grand prêt que le FMI n'ait jamais concédé. Et il y avait une forme d'humiliation très forte des Britanniques et qui ont appelé au pouvoir Margaret Thatcher parce qu'elle avait justement un programme dur, hein, très dur,
mais ambitieux pour le pays, avec des réformes. Et franchement, elle n'est pas arrivée. Personne n'a forcé les Britanniques à voter et pour Reagan et pour Thatcher. Ils connaissaient les programmes, c'était donc des programmes de réformes compliquées, enfin des réformes sociales notamment, enfin, qui ont été courageux. Il y a beaucoup de gens ont souffert. Hein. C'était pas, je ne dis pas que c'était un chemin de rose, mais ce qui est intéressant, c'est il y a eu cette demande pour un redressement musclé parce que les populations se disaient, on n'a plus le choix, il n'y a plus d'alternative. Hmm. Il n'y a plus d'alternative. Et on voit bien qu'en France, en fait, on se dit, on a encore un peu le choix, on peut encore dépenser. Donc c'est ça, et ça qui me désole, David, c'est que moi, je crois vraiment qu'à un moment donné ou l'autre, on va devoir y passer par des réformes Bah, drastiques. d'ailleurs, Et je vous coupe, évidemment, pardon, plus on Anne. attend, plus ce sera Ouais, compliqué. je vous coupe, mais l'Espagne, le Portugal, il y a un peu plus de 10 ans, c'est ce qui s'est passé. Le pays était au pied du mur, acculé, et là, les réformes difficiles, eh ben, elles sont drastiques et il faut les faire. Dans réformes difficiles, il y a le mot difficile, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de les faire en France. Ben oui, parce que réforme. Et c'est pour ça que moi j'étais un peu affligée par les débats, là, que ce soit à droite ou à gauche. On sait bien au final qu'il va falloir, eh ben, à droite, accepter des impôts, même si on est ultra imposé, il faudra un consensus politique, il faudra quelques impôts en plus. Et à gauche, accepter des économies et une réforme de la sphère sociale. On le sait très bien où on va aller. Enfin, d'ailleurs, tous les États qui sont réformés, il y a eu cette recette des deux côtés. Mais tout le monde est campé sur ses positions, évidemment, pense à 2027, à son électorat, ne pense pas du tout à l'intérêt général. Et résultat, eh ben juste, on décale un petit peu plus les efforts et ce sera de plus en plus difficile. Et ce sera de plus en plus difficile. Hmm. Donc il y a une forme vraiment d'irresponsabilité qui est assez désolante. Donc la France va encore trop bien, quelque part, pour se lancer dans Et ces bien réformes. malheureusement, sans doute, la France va trop bien pour aller mieux. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on va continuer à s'enfoncer. Mais je crains qu'écoutez, on a encore, vous savez, on a une puissance publique qui représente, vous savez, la puissance publique aujourd'hui, c'est 57% du PIB. Donc ça fait un amortisseur absolument merveilleux quand l'État peut s'endetter. Et donc on peut encore s'enfoncer très tranquillement pendant des années et des années. Mais c'est très irresponsable parce qu'évidemment, et on voit bien que notre pays, le caractère éruptif de notre pays, le jour où il faudra faire ces réformes, moi je crains qu'il y ait vraiment une crise sociale très importante. Et aujourd'hui, on pourrait vraiment commencer à s'atteler au problème, mais ça demanderait bah, c'est trop facile de dire que c'est la faute des politiques. Les politiques, ils agissent aussi parce qu'ils se disent, c'est comme ça, c'est ma manière pour être réélu. Donc il faudrait, nous, tous, citoyens français, envoyer le message que maintenant, on est prêt à faire un effort pour redresser le pays, pour les générations futures. Et on ne va pas attendre le dernier moment qu'on sera obligé de la contrainte viendra de l'extérieur et que ce sera Hmm. vraiment le plus douloureux possible. Hmm. C'est pas facile d'avoir des budgets. On le voit en Espagne. Ça sera la troisième année sans budget, ce qui n'empêche pas l'Espagne de bien se porter. Il y a aussi le budget au Royaume-Uni, qui n'est pas simple non plus à faire passer, hein. La France n'est pas un cas isolé. Ouais, et ben en Espagne, ouais, ils ont revoté leur budget du 2022. Et l'Espagne, en fait, ça porte, on voit, en tout cas d'un point de vue de la croissance économique, l'Espagne est encore à 3% de croissance. Et l'Espagne, elle bénéficie toujours de cette période, justement, des réformes qui ont été dures hein, dans les années 2010. Et aujourd'hui, même comme le Portugal d'ailleurs, comme ils ont justement des marges de manœuvre, ils peuvent rebaisser les impôts, augmenter les minimums sociaux. C'est intéressant, hein. Il y a eu des années très difficiles et aujourd'hui, ils ont les marges de manœuvre pour rendre un peu aux citoyens qui ont fait ces efforts. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, on voit que dans ces pays-là, c'est ni droite ni gauche. Je pense au Portugal. Au Portugal, il y a eu 10 ans de réformes, enfin vraiment, avec des hausses d'impôts, des baisses de la protection, baisse de l'assurance chômage, baisse des pensions, euh, baisse des allocations pour enfin, des salaires des fonctionnaires. Et la population a revoté échéance après échéance pour des partis qui disaient on va continuer comme ça. Mais il n'y a Donc pas il y une a eu forme sans de, il y doute. a, il y a pas une forme de masochisme quand même. Certains pourraient se Ben dire non, ça, parce que hein. aujourd'hui ils en sont récompensés, ils ont vu le moyen terme, ils ont vu, et ce qui est le cas aujourd'hui, que de nouveau les impôts baissent et les protections augmentent, et ils ont eu confiance, et des politiques qui ont su leur dire la Hmm. réalité, Après, je sais pas inspirer si, honnêtement, je confiance. sais pas si Espagne comme Portugal, ils ont retrouvé leur niveau de croissance d'avant crise des dettes souveraines de 2010, leur niveau de richesse, le taux de pauvreté. Il faudra regarder aussi, hein, au-delà de l'agrégat du déficit public. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Espagne, depuis 3 ans, fait à peu près 3 fois mieux que la zone euro en termes d'économie. Donc c'est quand même très impressionnant. Donc en tout cas, comparativement, ça va beaucoup mieux que chez nous. Donc finalement, je parle un peu à votre place, mais vous me direz si je me trompe ou pas, quelque part, nous, à force de différer toutes ces réformes difficiles à faire, un jour, elles nous reviendront en boomerang et on sera contraint et forcé de les faire. C'est ça le risque. C'est ma grande crainte, David. Et plus on attend, plus c'est douloureux,
plus il y aura des répercussions sociales, plus ce sera difficile à faire. Nous sommes quand même dans un pays éruptif où voilà, on a du mal à faire des réformes tranquillement, pas à pas. Et donc, ça me semble très irresponsable d'attendre comme ça. Allez, merci beaucoup, point de vue signé. Anne de Guigny, éditorialiste au Merci beaucoup, Figaro. David. Merci Anne, bonne journée, salut. Bonne journée. Au revoir, Ciao. David.